une innovation bien vue, riche et pleine d'expérience et de rencontres. Prenez place, installez-vous. Voilà, écoutez voir. On va démarrer la deuxième partie de notre rentrée solennelle, si je peux capter votre attention. On a deux interventions. C'est certainement une séquence qui va être assez longue et du coup dense. Donc, je fais appel à votre vigilance, même si on sait que les après-repas, c'est peut-être toujours un peu plus difficile. Mais voilà, nos intervenants le savent bien. Et donc, on va donc accueillir Monsieur Kratz, directeur général adjoint du groupe Senior, Santé Senior, SOS Senior. SOS. J'arriverai final. Et ensuite, Bertrand Demange, qui me fait un signe, qui est à ma droite, qui est responsable du CAFDES à l'IRTS de Lorraine et qui viendra apporter aussi un regard. L'autre idée, vous l'avez compris, c'est on a démarré ce matin avec une approche plutôt sanitaire, en tout cas dans le monde, dans l'environnement sanitaire. Et cet après-midi, on poursuit finalement dans ce que sont les deux autres grands domaines en fait, qui organisent et qui structurent en fait les organisations du secteur sanitaire, social et médico-social. Donc une première intervention plutôt sur la thématique autour de la question du vieillissement, de l'avancée en âge, de la dépendance. Mais M. Kratz en fera bien mieux que moi un panorama. Tentant de répondre, comme vous l'avez vu dans vos programmes, et à la question qui s'affiche aussi dans mon dos sur le PowerPoint qui vous servira de fil conducteur de son intervention. Comme ce matin, pour les uns et pour les autres, un premier temps d'intervention, 45 minutes, même s'il y a l'autorisation de déborder. Et ensuite, questions-réponses avec vous, avec lui. On fera une petite pause rapide et puis on enchaîne sur la deuxième intervention qui, elle, se situera plutôt sur la thématique du handicap, du social en général, médico-social, peut-être malgré tout avec un regard sur le handicap ou pas? On pourra. Et qui sera configuré dans les mêmes dimensionnements, 45 minutes d'intervention et puis une demi-heure de questions-réponses. Voilà. Donc, M. Kratz, à vous la parole. Et puis, bon après-midi. Bien, merci beaucoup. Pardon, j'oubliais. On ne se quitte pas tout de suite après l'intervention de M. Demange. Il y aura également l'intervention de l'association Olmos, mais ça, vous l'avez bien en tête, bien évidemment. On finira comme ça la journée. Merci beaucoup. Bien, bonjour à toutes et à tous. On ne se connaît pas ou on ne se connaît pas encore, mais cependant, on va faire en sorte comme si on se connaissait. C'est-à-dire que n'hésitez pas, si je ne suis pas clair dans certains de mes propos, si je ne suis pas clair dans certaines explications, la partie la plus riche, c'est toujours celle des échanges. Et d'emblée, je voudrais vous exprimer une difficulté que j'ai eue quand on m'a passé la commande de cette intervention pour cet après-midi. On m'a demandé de dresser un panorama du secteur médico-social avec les grands changements en cours qui se profilent. Et j'avoue qu'aujourd'hui, si on regarde en fonction du contexte Covid que vous connaissez, la crise qui date depuis 2020 maintenant, ça va faire bientôt 2 ans,
ça ne serait pas une vision vraiment optimiste. L'objet de mon intervention cet après-midi, c'est de contrecarrer cela pour vous dire que dans le contexte actuel, on est plutôt sur une valorisation positive de nos métiers. Alors, je vais vous parler beaucoup des EHPAD, j'en suis désolé parce que c'est mon secteur, mais je veux dire, les métiers du médico-social dans leur ensemble ont besoin d'être valorisés à des titres divers et variés. Ils le sont maintenant, pourquoi ? Parce qu'on a connu une crise, tout simplement. Les salariés sont un tout petit peu plus reconnus. Cependant, l'accalmie, on va dire, entre guillemets, sociale qu'il y a eu, aujourd'hui, elle tend à nouveau à se tendre, excusez-moi de l'expression. Ça devient à nouveau un contexte qui n'est pas simple. Malgré tout, ce que je voudrais dire, certains d'entre vous travaillent peut-être déjà au sein d'établissements, il y a des choses magnifiques ou extraordinaires qui se passent auprès des établissements, auprès des usagers dont on nous confie la tâche. Et ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, de bien avoir en compte, parce que voilà, l'avenir dont je vais vous parler, rien ne se fera sans la partie humaine. On aura beau parler de robotisation, on aura beau parler de tout ça, alors c'est un ancien qui vous parle, mais la valeur humaine, c'est quand même le point numéro 1. Les équipes de salariés, que ce soit l'homme d'entretien, le directeur, en passant par l'infirmière ou l'aide-soignante, il n'y a pas un rôle qui est le plus important ou le moins important. Et ça, c'est quelque chose que vous découvrirez tout au long de votre carrière, en tout cas je vous le souhaite, et c'est quelque chose qui nous enrichit de jour en jour. Je vais faire une très rapide présentation du groupe SOS et de groupe SOS Senior, et simplement que pour le reste de l'intervention, je vais vous parler que de choses positives, l'avenir, mais dont je sais que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour donner des exemples, des projets, tiens, il se pourrait que, il se pourrait... Non, ce dont je vais vous parler, je suis sûr que ça fonctionne parce qu'on l'expérimente aujourd'hui. Donc, rapidement, groupe SOS, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? On est aujourd'hui le premier groupe d'économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire que nous n'avons pas d'actionnaires. Ça, c'est quelque chose de très important. Économie sociale et solidaire, nous sommes un groupe associatif qui comprend une multitude d'associations France entière, c'est-à-dire 600 établissements, à travers 8 secteurs d'activité, ce qui fait que, je ne vous les détaille pas, ils sont à l'écran, ce qui fait qu'aujourd'hui, Groupe SOS représente l'ensemble de la prise en charge sociale, médico-sociale et de santé. Et je représente aujourd'hui le groupe SOS Senior. Simplement dire, cette slide-là, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que le groupe SOS, comme aujourd'hui, vous allez l'apprendre dans ce que je vais vous présenter, s'est constitué, ou en tout cas s'est enrichi, de projets liés à la difficulté sociale qui est apparue. C'est né en 1984 parce que c'était en pleine épidémie du sida. Donc il y a des personnes qui se sont regroupées pour essayer de prendre en charge les personnes qui souffraient de ces problèmes et de la lutte contre la toxicomanie. Et le développement s'est accru dans les années 2000 à travers la reprise d'associations diverses et variées. Aujourd'hui, on représente, création en 1984, donc il y a plus de 35 ans maintenant, on est présent dans 44 pays, mais ça peut être une petite association de 2 salariés jusqu'à des associations un peu plus importantes. Au regard de l'actualité, par exemple, nous avons une association qui est présente en Afghanistan, qui défend le droit des femmes. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. 600 établissements, on est 21 500 salariés, et présents également dans les territoires, départements et territoires d'outre-mer. Vous allez entendre parler beaucoup du terme innovation. L'innovation, par exemple, la dernière innovation qui se traduit sur l'ensemble des territoires,
on a la crise des Gilets jaunes, elle a marqué, comment dire, une cassure dans la France, dans la campagne. Et notre président a voulu, à travers la création de ce projet 1000 cafés, recréer du lien dans les petites, à la campagne, dans toutes les campagnes françaises. Et c'est un projet que nous avons intitulé 1000 cafés. Bon, c'est un projet ambitieux, nous en sommes aujourd'hui à 150, France entière. Pour ceux qui connaissent la région, SOS Senior, c'est le résultat de la reprise de deux grosses associations historiques, Alpha Santé et Hospitalor, issues des deux bassins miniers de Moselle, Moselle Nord pour Alpha Santé, Moselle Est pour Hospitalor. Aujourd'hui, on a le siège qui est à Metz et qui regroupe 70 collaborateurs. Et aujourd'hui, 8 ans seulement après sa création, on représente 107 établissements, on gère 5600 places, on est 3500 salariés par rapport aux 21 500 dont je vous parlais tout à l'heure qui concerne l'entité SOS dans sa globalité. Donc SOS Senior, c'est 3500 salariés avec un volume d'activité de 213 millions d'euros aujourd'hui. Voilà. On a des EHPAD, des services de soins à domicile, des résidences autonomie, des résidences services, je vais beaucoup vous en parler, des services de portage de repas et une plateforme digitale de lutte contre l'isolement des personnes âgées. L'implantation géographique, voilà, on est présent partout, sauf en Bretagne pour simplifier. Je ne sais pas pourquoi. Si, je le sais un petit peu, mais bon, voilà. Et en Moselle, on représente 29 EHPAD et 5 SIAD et 4 services de portage de repas. On va parler un petit peu de démographie. Démographie dans notre secteur, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, la décennie dans laquelle nous sommes, il y a une explosion des personnes âgées entre 75 et 85 ans. Avec, bien évidemment, ces personnes-là ne sont pas toutes dépendantes. Et c'est ça qui est important à retenir. Ce qui veut dire que la société, il faut qu'elle s'adapte. Elle s'adapte à cette démographie. Donc, c'est la génération du baby boom. Ces personnes-là sont autonomes. Pourquoi je dis ça? Parce que l'âge moyen d'entrée en établissement se situe aux environs de 85 ans. Donc, la génération issue du baby boom, aujourd'hui, il va y avoir une problématique de prise en charge de ces gens-là qui sont encore considérés comme autonomes, mais quid de l'habitat, quid de la vie au quotidien pour ces personnes. Donc, le défi qui s'ouvre à l'horizon 2030, c'est de voir, parce que aujourd'hui, il n'y a plus de place de création de places d'EHPAD. Ça va être énormément ralenti jusqu'à la fin des années 2030. Par contre, il va y avoir à nouveau une explosion de création de places après 2030. Ce sont les statistiques qui le disent. Hein. Donc les sources, c'est le think tank Matière Grise EHPAD qui nous l'indique. Si ça vous intéresse, on pourra vous donner les coordonnées spécifiques. Donc ces personnes âgées qui auront 85 ans à partir de 2030, quelles sont les conséquences qu'on identifie? Je vous l'ai dit, raréfaction des appels à projets de construction ou d'extension. Mais par contre, vous avez déjà entendu parler de qu'est-ce que c'est que l'EHPAD du futur. Donc l'EHPAD du futur, aujourd'hui, il faut le définir à partir d'aujourd'hui pour 2030. Aujourd'hui, on ne construit plus un EHPAD avec les mêmes critères qu'il y a 10 ans, voire 5 ans. Ça a complètement changé. On a
de plus en plus d'appels à projets ou d'appels à manifestation d'intérêt sur la constitution de plateformes gérontologiques, établissements, domiciles, qui favorisent les acteurs pour une offre globale installée sur le territoire. Je vais l'expliciter tout à l'heure. Et puis, il y a une explosion, le terme n'est pas trop fort, il y a une explosion de construction de résidences ou de projets de résidences seniors. Donc je suis sûr que si on regarde toutes les communes d'où vous venez, je suis sûr qu'il y a bien un projet à 5 km sur chacune de vos communes où un maire ne parle pas de projet de construire des logements pour personnes âgées de plus de 50 ans. Alors ça part des petits projets sur 20 logements, voire sur 50 en fonction des communes. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, enfin nouveau. On le constate vraiment depuis 2 ans, c'est véritablement une explosion des demandes à ce niveau-là. Quels sont les besoins qui ont été identifiés? Le premier, c'est celui de l'adaptation du logement et le besoin de confort. Vous n'avez pas encore 75 ans. Moi, je suis un petit peu plus près que vous des 75 ans, un petit peu de marge, et cependant, l'évolution aujourd'hui, je pense que si j'ai besoin d'un logement dans 10 ans, dans 15 ans, j'aurai des exigences qui n'ont rien à voir avec les exigences d'aujourd'hui, voire celles d'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Un exemple tout bête. Pourquoi, dans les établissements, on déploie du Wi-Fi dans les couloirs? On peut se poser la question, quel est l'intérêt? Il y en a 2. C'est le maintien du lien social pour les résidents, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, quand le fils ou le petit-fils vient voir le papy ou la mamie, il n'a pas envie de rester dans la chambre à écouter une personne âgée, à raconter les souvenirs, donc il peut se mettre sur son Wi-Fi, et puis il fait ce qu'il a envie de faire. Et il laisse ses parents avec le papy ou la mamie. Ça, c'est quelque chose d'important, ça participe au maintien du lien social. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, la deuxième, c'est également le Wi-Fi. Pourquoi dans les établissements? Tout simplement pour sécuriser les soins. Parce qu'aujourd'hui, tous les logiciels de soins, on a des données en direct qui nous sont données. Deuxième besoin, c'est la liberté de choix. Il faut que les personnes continuent à habiter là où elles en éprouvent le besoin ou l'envie. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour diversifier l'offre de services sur un territoire. Mobilité facilitée, ben oui, le papy ou la mamie, si elle est, quand j'emploie le terme là, venant de ma bouche, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, je préfère le préciser. Le papy ou la mamie, si elle est en fauteuil roulant, ben comment on facilite sa mobilité? Et puis, à travers ça, j'ai déjà évoqué rapidement, le maintien du lien social, malgré, je ne sais pas si vous le constatez avec moi, malgré le fait qu'on sent une poussée de l'individualisme par rapport au collectif. Ça, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. On parle de social, on parle de distribution, on parle de solidarité. Solidarité dans les textes, c'est super. La solidarité dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué. Et je vous en parlerai tout à l'heure à la fin, quand je vous parlerai d'un modèle financier. Donc, je vous l'ai déjà dit, l'enjeu, c'est quoi? Apporter des réponses nouvelles aux besoins nouveaux. Donc, c'est à travers, sur un territoire, qu'il y ait une offre de services avec toute la filière de l'EHPAD, de la résidence autonomie, du SIAD, du SAD, voire de la consultation mémoire dans un centre hospitalier. Tout ça, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. Et tous les appels à projets aujourd'hui qui sortent des agences régionales de santé ne parlent pas d'autre chose. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a 3 ans, ça n'existait quasi très peu. Très, très peu. Le Covid, la crise du Covid a accéléré ce processus. Donc, les partenariats, bien évidemment,
Et donc, groupe SOS Senior, on s'est engagé, d'abord prudemment, il faut dire ce qui est, sur des projets de résidence senior, mais sur le parc social. On n'est pas dans la même gamme, je tiens à le dire, j'ai peur de l'oublier, qu'il faut que tout le monde vive, donc ce n'est pas un sujet, mais on n'est pas sur la même gamme de prestations qu'un Domitis ou qu'un Nexity. On est vraiment sur un travail de construction, de gestion d'habitat sur le parc social. Je vous en parlerai tout à l'heure. Un point de vigilance pour des associations comme nous aujourd'hui, sur les 108 établissements, vous avez vu qu'on gérait 70 EHPAD. Il faut être... Notre rôle, c'est de préparer l'avenir. Préparer l'avenir, je vous l'ai dit, ce n'est pas le développement à travers de nouvelles créations d'EHPAD. Je pense que j'ai été clair là-dessus. Je pense que ça repartira statistiquement, c'est ce qui est prévu dans les années 2030. Donc, il faut être extrêmement vigilant et nous, en tant que nous libérer quelque part d'une culture, bon, on l'a mis entre parenthèses, épado-centrée. Si tout le monde, je pense, voit ce que ça veut dire. Donc, on observe, il y a des débats aujourd'hui qui nous mettent en position un petit peu difficile. On est à cheval, on est tiraillé entre l'EHPAD qu'on veut plus proche du domicile, où on veut que la personne âgée vit et décide librement, et qu'elle décide elle-même ce qui est bon pour elle, et non pas l'aide-soignant ou l'infirmière de dire « vous devez faire ci parce que c'est mieux pour vous ». On dépasse le cadre de la prise en charge de la santé. Là, on est sur de l'accompagnement, et pas seulement sur du nursing. On est sur son choix de vie. Et donc, ça, je vous en parle pourquoi? Parce que c'est vraiment la problématique actuelle. Enfin, ce n'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est plutôt une avancée intellectuelle, mais qu'il faut faire partager à l'ensemble des acteurs de notre secteur, à l'ensemble des personnels, que ce soit les psychologues, les infirmières, les aides-soignants, y compris les agents de service. Donc tout ça pour essayer de considérer que la personne âgée, quand elle est en institution, elle a toujours le choix de vivre sa vie. Donc voilà, le questionnement, et là, c'est un dilemme. C'est vraiment, on est on est comme un funambule, on est sur un fil. À gauche, on est trop domiciliaire. À droite, on est trop médicalisé. Derrière tout ça, se pose un gros problème, se pose une question, ce qui est très important. Vous savez qu'on est subordonné à une politique générale de tutelle. Donc quand on est en EHPAD, c'est le conseil départemental et l'agence régionale de santé. Et eux-mêmes qui répondent à des instructions ministérielles. Il y a un contexte qui fait que... Mais voilà, on s'aperçoit que nos autorités de tutelle arrivent toujours avec 2 ou 3 ans après que les lois ou les décrets soient sortis. C'est pas méchant, on vit dans ce monde-là. C'est la réglementation ou la bureaucratie française qui est comme ça. Mais ça, il faut bien être conscient aussi que le rythme réglementaire est aussi un élément qui peut constituer un frein. Donc voilà, on continue de se développer aujourd'hui et on se développe non plus que vers des EHPAD, on se développe aujourd'hui vers ce qu'on appelle une offre résidentielle non médico-sociale. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas soumis à autorisation, c'est pour ça qu'on dit non médico-social. Les résidences autonomie, c'est soumis à autorisation, mais les projets dont je vais vous parler, ce n'est pas soumis à autorisation. Donc c'est pour ça qu'on emploie cette terminologie. Mais qui fait partie maintenant du champ réglementaire. On appelle ça une offre inclusive à destination des seniors. Donc des seniors, vous avez compris le contexte démographique que je vous ai expliqué en introduction. Et aujourd'hui, une nouvelle population arrive également dans les EHPAD, où des personnes à qui il faut donner satisfaction, notamment en termes de logement ou de prise en charge, des personnes handicapées vieillissantes. Souvent, ces personnes handicapées vieillissantes
elles ont moins de 60 ans. Elles ont vécu chez papa et maman qui les prenaient en charge. Elles travaillaient en ESAT. Et il faut trouver un établissement qui soit peut-être pas forcément un établissement médico-social bien réglementé, bien structuré. Donc voilà, c'est toute cette population-là qu'il va falloir accueillir. Donc, on a un petit catalogue comme ça, mais voilà. Dans le parc social, pourquoi parc social? Parce que là, ce sont des projets où, aujourd'hui, quand vous faites du logement, vous ne prenez pas votre devis tel quel, et puis vous dites, voilà, pour rentabiliser mon affaire, je vais faire des loyers à 1 500 €. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La réglementation du Code de la construction fait que, voilà, là où vous implantez des établissements, des constructions, avec X logements pour des personnes âgées, vous avez droit à des agréments. Et en fonction de la situation géographique de là où vous voulez implanter votre projet, ben vous avez des loyers plafonds. Je passe le détail de tout ça. Et c'est pour ça que, voilà, nous, on se développe sur la partie résidence senior ou intergénérationnelle à vocation sociale. Si jamais vous voyez dans la presse RSIVS, c'est ce que ça veut dire. Pour les personnes âgées, personnes handicapées, vieillissantes. Donc, ces projets-là, nous, on se positionne non pas en termes de prise en charge, c'est-à-dire qu'on travaille avec un bailleur social local, il construit, il nous met en location, et nous, on assure la gestion à travers des animations, de la prestation repas, de la conciergerie de service. Je vais en parler rapidement tout à l'heure. Il y a également du parc privé, mais je ne vous cache pas que c'est plutôt la première partie sur laquelle on se positionne actuellement. Et en milieu rural, on essaye également de développer de nouveaux modèles d'habitat inclusif. Alors, le terme béguinage, ce n'est pas nouveau, hein, donc tout ça, ce n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, c'est inscrit dans la réglementation. Donc, c'est des choses qui voilà, vont avoir tendance à se développer dans les prochains temps. Voilà. L'idée, c'est pour ça, vous voyez, en milieu rural, on le rapproche, par exemple, du projet 1000 cafés. C'est l'avantage aussi d'essayer d'avoir tout ce processus d'activité complémentaire ou pour, comment dire, désengorger les villes pour pouvoir repeupler, entre guillemets, hein, les villages, ou en tout cas pour leur permettre de ne pas se dépeupler. Je voulais vous parler de nouvelles formes aussi de développement aujourd'hui. Donc tout ça, vous voyez, ça montre le dynamisme du secteur. C'est ce que je voulais dire en introduction. On ne parle pas de le turnover du personnel, les difficultés, etc. Là, on est vraiment sur du dynamisme, j'allais dire, positif. J'espère que vous le prenez comme ça. En tout cas, c'est le sens de mes propos cet après-midi. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la crise du Covid, elle a démontré deux choses. Plein d'EHPAD aujourd'hui sont gérés par des CCAS, des centres communaux d'action sociale de ville ou de commune, ou par des centres hospitaliers. La crise elle a démontré qu'aujourd'hui, les CCAS veulent absolument se arrêter de gérer. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur job. Et les gros centres hospitaliers, ils veulent se reconcentrer sur le soin. Et ils ne veulent plus gérer d'EHPAD. Donc, l'innovation, c'est quoi sur ce type de développement? C'est quand vous travaillez avec un centre hospitalier et que vous dites, voilà, ils ont un EHPAD de 209 lits, puisque c'est l'exemple là dont je parle, vous reprenez 150 salariés issus de la fonction publique. Donc je ne vous dis pas la gymnastique que ça génère pour un groupe privé, associatif comme nous, de reprendre des salariés de la fonction publique pour gérer un EHPAD. Les résidences autonomie, vous voyez, c'était géré par des centres, des CCAS notamment. Et puis là, on commence aussi à se développer sur les SAD. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans le cadre d'une future plateforme territorialisée. Donc là, on est dans la Nièvre.
département très rural. Hein. À nouveau, rien de péjoratif dans ce que je dis là. Quelque chose d'innovant, on parlait du logement, là on parle d'alimentation. L'alimentation, c'est quoi? Voilà, il faut dynamiser les établissements à travers des concours qui s'appellent Silver Fourchette. Ça avait démarré dans nos 50 établissements et aujourd'hui, on a 700 établissements au niveau national qui y participent. C'est mettre en avant les métiers, le savoir manger pour les résidents et la valorisation de nos cuisiniers. Ça, c'est important. Et puis l'adaptation de l'alimentation qui doit rester un plaisir pour la personne âgée. Notre démarche positive, je vous en parlais tout à l'heure, mon EHPAD, mon domicile, c'est aussi, à travers nos projets d'établissement, on essaye d'inculquer ce nouveau dynamisme, cette nouvelle démarche qui vise à repenser les EHPAD comme des domiciles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les situations de perte de handicap. Voilà. L'exemple là sera... Voilà. C'est comment faire, vous voyez, c'est vraiment très basique. Sauf que, il y a encore 2-3 ans, quand vous présentez ça et vous ne pouviez rien faire sans un aval du conseil départemental, sans un aval d'une agence régionale de santé, je le dis et je le redis, ça pouvait être très basique, mais ça se faisait uniquement à travers d'animation. Ça, ce qui se fait là, ça doit se faire à travers un projet d'établissement. C'est radicalement différent. J'espère que je me fais bien comprendre quand je fais cette distinction. Et l'EHPAD plateforme, on a un service qui s'appelle Senior Connect. Senior Connect, c'est quoi? C'est simplement mettre à disposition dans l'EHPAD du territoire ce qu'on appelle un centre de ressources, une plateforme de renseignement. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était quoi? La mission relevait du département à travers des clics. Mission qui n'arrivait pas ou qui n'était pas du tout remplie, malgré tout l'argent qui était investi dans ces projets. Donc aujourd'hui, ce projet Senior Connect, ça doit contribuer à maintenir à domicile les personnes âgées qui vivent à proximité des EHPAD. C'est un petit peu paradoxal, cette volonté-là, mais ça participe au maintien à domicile. Voilà. Bon. Simplement une petite slide pour vous montrer que c'est vraiment ancré dans un projet d'établissement à travers la partie des professionnels, l'environnement et l'entourage. Et là, quand on parle de solidarité collective, la solidarité collective, ça se traduit aussi... voilà. J'en discutais entre midi. Pendant la crise du Covid, je disais, une des premières conséquences positives qu'on a vues, c'était vraiment la solidarité qui a émané à travers les équipes. Donc cette solidarité, il nous appartient, nous, responsables d'établissement, d'essayer de la faire vivre ou de persévérer dans les efforts, parce que ça, c'est quelque chose qui fera gagner en qualité de vie pour les résidents. Et pour aller jusqu'au bout de l'histoire, SOS Senior, il y a 2 mois, donc vous voyez que c'est vraiment le cœur de l'actualité, on a créé une marque qui s'appelle « Chez moi ». Et à travers ce terme-là, je pense que tout le monde l'a compris, le visage qu'on veut donner à cette nouvelle marque. Et donc, vous entendrez souvent parler maintenant de résidence senior chez moi, SOS Senior chez moi, pour tous les projets dont je vous parlais tout à l'heure. Je regarde le temps. Ça va. Alors, dernier point d'innovation que je voulais voir avec vous, enfin vous apporter, qu'on peut aussi être innovant sur la partie financière de gestion d'un établissement. Ce dont je vais vous parler, à ma connaissance, on était les premiers à l'avoir mis en œuvre en 2015. Donc ça s'appelle le surloyer solidaire. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si vous êtes encore au fait dans la gestion des budgets de vos établissements, mais simplement, juste pour vous dire que, historiquement,
les établissements qui sont, entre guillemets, habilités à l'aide sociale ont des prix de journée qui sont encadrés par le conseil départemental. Il vous fixe un tarif à 60,35 €, vous n'avez pas le droit de facturer 61,36 €. Ça, c'est le premier des sujets. Libre à vous, après, avec ça, de faire à peu près comme vous le voulez, sauf que derrière, 70% du budget, ils vous disent que vous aurez droit à 8 aides-soignantes, à 2 infirmières, à 3 ASL, pas plus. Et ils vous demandent pourquoi vous avez embauché une demi-femme de ménage en plus. Enfin, je vous donne des exemples, c'est du vécu. C'est comme ça. Donc, à travers ça, pourquoi les conseils départementaux, les ARS aujourd'hui, vous avez compris, on fonctionne dans des systèmes financiers qui sont très contraints. Donc il n'y a plus beaucoup, aujourd'hui, malgré les annonces qui peuvent être faites, il n'y a pas beaucoup de variables d'ajustement financières pour pouvoir gérer et continuer à financer de nouveaux projets. Et donc, au niveau de SOS Senior, on a imaginé un système qui fasse payer le résident sur le même principe que si vous mettez vos enfants à la crèche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que la personne âgée, elle payera en fonction de ses revenus le prix de journée. C'est un nouveau système qui date de 2015. Et donc, on l'a mis en œuvre de cette manière. Donc, on applique 3 tarifs différenciés que je vais vous détailler juste après. Mais à quoi va servir les recettes supplémentaires? Là, je parle de tarifs qui seront nécessairement supérieurs à celui qui est tarifé, arrêté par le président du conseil départemental. Donc, c'est le président du conseil départemental qui fixe les tarifs des prix de journée, sauf dans ce cas précis où on négocie ce qu'on appelle une nouvelle convention d'aide sociale qui permet de pratiquer des tarifs qu'on dit libres. Ces recettes supplémentaires, à quoi elles vont servir? Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, pour un EHPAD moyen, parce que c'est quand même des choses, c'est important d'illustrer aussi avec quelques chiffres. Un EHPAD moyen, on va dire de 80 lits. On fait des projections financières et on part sur un turnover de résidents de l'ordre de 25%. Je suis désolé de parler comme ça. Vous voyez, j'espère comme moi, comment les places se libèrent en EHPAD. Donc, turnover moyen est de 25%. Et à travers ça, ces tarifs libres, la première année de mise en œuvre sur un EHPAD de 80 lits, ça ramène quoi? Ça ramène 15 000 € de recettes supplémentaires. Mais la deuxième année, comme il y a de nouveaux résidents qui arrivent, c'est mécanique, c'est mathématique, ces 15 000 se transforment vite en 45 000, 50 000. La troisième année, 80 000, puis la quatrième année, je ne vais pas dire jackpot parce que c'est toujours insuffisant, mais on est facilement à 100 000 €. 100 000 €, vous pouvez vous payer déjà pas mal de choses supplémentaires. Premièrement, vous pouvez réduire vos déficits. S'il y avait des déficits récurrents, comme ça, vous êtes tranquille, vous ne demandez plus rien au conseil départemental et vous faites ce que vous voulez. Il peut y avoir, j'ai noté, un complément de loyer ou doter vos dotations aux amortissements quand vous êtes propriétaire de manière plus importante, ce qui vous permet d'entretenir vos locaux, de pérenniser la qualité d'accueil de vos établissements. Ça, c'est fondamental. Sans vouloir les nommer, quand vous allez dans un EHPAD qui appartient à un hôpital, vous voyez bien que les lieux en eux-mêmes n'ont pas été entretenus. Ce n'est pas un jugement de valeur quand je dis ça, mais faute de moyens, parce que tous les moyens, quand vous êtes dans le secteur sanitaire, sont donnés vers l'hôpital. Et donc, quelque part, la gestion d'EHPAD publics, entre guillemets, c'est un peu les parents pauvres. C'est sûr, si vous devez placer votre grand-père ou grand-mère en EHPAD, vous regardez les prix. Vous regarderez, vous tapez sur Google et vous regardez les prix. Les EHPAD publics, on est à 52, 53 €, peut-être 55 €. Et dans les EHPAD associatifs tels que les nôtres,
Les premiers tarifs d'accessibilité, c'est 60, 62, 63 euros. Et puis, si vous allez chez Corian ou Orpea, vous êtes à 100 euros. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est pour ça que derrière, nous, secteur associatif, il faut qu'on essaye d'aller chercher au maximum ce qu'on peut aller chercher comme ressources supplémentaires, sans être tributaire de décisions de demande de subvention qui arrivent 2 ans après que vous ayez fait la demande ou qui n'arrivent pas. Donc ça, c'est des éléments très importants. Dans notre secteur aujourd'hui, il faut être également sur l'anticipation. Donc, on peut entretenir l'immobilier, on peut la QVT, qualité de vie au travail, ben on peut se financer des projets sur lesquels on n'a pas besoin de demander l'accord pour faire des actions sur la qualité de vie au travail. Mais on peut se payer aussi des investissements. Je prends des lève-personnes, par exemple, des verticalisateurs, des rails dans les chambres. Tout ça, ce n'était pas forcément financé dans les années précédentes. Ben aujourd'hui, vous pouvez vous financer de nouveaux investissements. Ça, c'est quelque chose d'important. Revaloriser les salaires au-delà de la convention collective. Ça, c'est aussi important. Ou alors, tout simplement, aujourd'hui en Moselle, alors, pour les établissements habilités, le département ne finance pas du tout un poste d'animateur. Bon. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le cours de l'histoire. Ce surloyer solidaire permet de valoriser certains postes supplémentaires qui ne sont pas historiquement financés. Ce qui nous a permis, je donne un autre exemple aussi, de récompenser les salariés durant la crise Covid. Ceux qui ont bien voulu s'investir à fond, ça nous a donné une petite marge pour récompenser les salariés. Donc, je vous le disais, les personnes supplémentaires, les projets expérimentaux. Simplement une slide pour vous dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. On est conforme au Code de l'action sociale et des familles. C'est très réglementé, même si on dit qu'on pratique des tarifs libres. Il y a une réglementation qui s'impose. On n'a pas le droit de pratiquer des écarts entre le premier tarif accessible par rapport au deuxième de plus de X euros, etc. C'est vraiment encadré par une convention et il y a des conditions. Bon, voilà. Je vous invite, si jamais c'est l'article de L342.3.1 du Code de l'action sociale et des familles qui nous permet de pratiquer ce... voilà. Donc, je vous l'ai dit rapidement. Donc, le tarif d'habilitation qui est arrêté ne laisse aucune marge de manœuvre, voire met un établissement déficitaire à titre pérenne, donc danger plus. On est déficitaire, en plus de ça, on ne peut pas renouveler ses investissements. Donc, quand je dis avec impact sur le financement des PSP, PPI, PSP, plan de sauvegarde du patrimoine, PPI, plan pluriannuel d'investissement sur 5 ans pour chaque établissement. Aujourd'hui, les conseils départementaux, qu'est-ce qu'ils font? Voire les ARS, royalement, ils nous accordent 0,25% quand tout va bien, 0%, ils disent qu'il faut un effort, et puis généreusement, ils nous accordent moins 3%, comme c'est arrivé sur un département, il y a 2 ans. Quand vous avez un budget, je suis désolé de parler de chiffres, mais un budget de, allez, n'est pas de moyens, c'est 3 millions de budget, vous prenez 3%, tac, on vous pique 90 000 euros, vous n'avez rien vu, et à vous de gérer. Donc, ce principe d'avoir des tarifs libres permet de pallier à ce problème-là. Il y a aussi une logique éthique à travers ça. Le département, aujourd'hui, fixe un prix qui est payé et qui sera le même pour tous les résidents, entre celui qui ne bénéficie que de la location vieillesse à 800 euros par mois et celui qui gagne 10 000 euros par mois parce qu'il a eu une belle carrière. Donc, aujourd'hui, on estime que ce n'était pas juste. Et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec les admissions en crèche pour vos enfants. Voilà, vous payez bien la journée en fonction des revenus.
Donc, c'est le même principe qui est appliqué comme ça. Donc, voilà. On a appelé ça aussi la contribution solidaire d'hébergement. Voilà. Donc, j'ai déjà tout dit ça. Donc, on a le premier tarif. C'était ce qui nous permet d'avoir un budget à zéro. Tout simplement, ça correspond au tarif qu'on demandait historiquement au département, qui ne nous accordait jamais parce qu'il nous rabiotait toujours 2 ou 3 euros. Donc c'est le premier, ce qu'on appelle tarif libre. Vous avez le deuxième, tout simplement, on l'augmente de 2,50 € par rapport au premier. Et le troisième, on estime que ceux qui disposent déjà de 3 000 € par mois, on va dire, ils peuvent payer 5 € de plus à la journée. Parce que, regardez, 5 € de plus par rapport aux autres résidents, ça représente, allez, 180 € par mois. On va dire que ce n'est pas forcément très important. L'intérêt dans tout ça, c'est d'avoir la vision macro. Vous avez vu tout à l'heure, on gère 5000 places. Vous faites juste 180 € par mois fois 5000. Et vous voyez le delta financier que ça peut engendrer. Voilà. Désolé, j'ai peut-être été un peu long. J'espère que personne ne s'est endormi. S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il vous plaît, il y a une question. Ah, d'accord. Oui, bonjour, je suis Corinne Fèvre et je travaille au conseil départemental des Vosges. Ah. Je me rapproche parce que je... Oui. Oui, concernant le tarif libre que vous évoquez et la responsabilité du conseil départemental, moi, ce qui me semble important de préciser, c'est que le conseil départemental, en dehors de la dotation d'aide sociale qu'elle vous verse pour le fonctionnement de l'EHPAD, il y a aussi une aide sociale qui est versée à chaque résident en fonction de ses ressources, ou pas d'ailleurs. Donc, je voudrais savoir comment vous vous situez quand vous parlez de vos tarifs libres par rapport à l'aide sociale départementale qui est versée en fonction des ressources de la personne et que vous n'avez pas tellement évoqué. Comment vous vous situez par rapport aux tarifs libres? J'aurais dû consulter la liste des participants avant de... Donc, je ne vais pas dire que je suis embêté pour répondre à votre question parce que on est en pleine discussion avec vos services sur le sujet. Hein. C'est rapide, depuis 4 ans à peu près. Donc, bon, je le dis sur le ton de la boutade parce que... Pourquoi? Parce que ce type de décision, ce sont des décisions éminemment politiques pour des conseils départementaux. Donc, ça c'est le premier élément de réponse. Par rapport au barème. Au barème, ce qui fait foi, c'est la feuille d'impôt. Donc, quand on demande le jour de la préadmission de la personne, on lui demande son barème, son revenu net imposable, et son revenu net imposable détermine automatiquement son tarif. Donc, le tarif aide sociale continue d'être tarifé par le département, et derrière ça, on met en place des tarifs qu'on appelle libre TL1, tarif libre 1 d'accessibilité. Après, les ressources dont vous parlez, ça concerne uniquement la partie dépendance. Moi, là, je suis uniquement sur le ticket tarif hébergement. Donc, la partie sur la partie ressources par rapport au versement de l'APA, etc., c'était vraiment ce qui tient compte des ressources. Non, je ne parle pas de l'APA, je parle bien de l'aide sociale individuelle qui est versée, l'aide sociale à l'hébergement. On continue à être habilité 100% à l'aide sociale, mais parce qu'on remplit un certain nombre de conditions, je n'ai pas voulu les détailler, il faut avoir accueilli moins de 50% dans les 3 années précédentes, enfin, etc., on a le droit de pratiquer, entre guillemets, les tarifs que l'on veut. Mais quand je parle des tarifs que l'on veut, la Convention, elle encadre, je disais, on n'a pas le droit de dépasser de 15 € entre le premier tarif et le dernier.
Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est un garde-fou fondamental. Et vous voyez, aujourd'hui, je vous disais, quand on a initié le projet, on était à 14% de taux d'aide sociale. Dans le slide que je vous ai montré, on est à 18%. Aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai au 30 septembre, on est à 20%. Donc ça veut bien dire que derrière, ça n'empêche pas l'accueil des personnes à l'aide sociale. Hein? Mais là, bien sûr, mais combien on a de personnes à l'aide sociale? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on en a 5 ou 6 par établissement. Il y a une autre question aussi qui m'est venue pendant votre intervention, si je peux me permettre de continuer. C'est, vous évoquez le fait que le conseil départemental vous autorise ou pas à embaucher des infirmières, etc. Il me semblait, mais je peux me tromper, hein, parce que je ne suis pas au service de la tarification, mais il me semblait que depuis la mise en œuvre des CEPOM, l'établissement avait le choix de renforcer tel ou tel poste en fonction de ses besoins. Et je vous rejoins, hein, les financements sont contraints, les budgets sont contraints, et les dotations de l'État au département sont contraintes aussi. Donc voilà, je voulais aussi revoir vous avez ça raison. avec vous. Vous avez raison. Ce que je voulais juste dire, deux choses. J'ai donné l'exemple du poste d'animateur. Ça, c'est quand même extrêmement important. Par exemple, en Moselle, ce n'était pas le cas. Deuxièmement, quand on signe un CEPOM, effectivement, aujourd'hui, la loi nous autorise, il y a la suppression de ce qu'on appelle les sections tarifaires, hébergement, dépendance et soins. Et si vous voulez embaucher 10 infirmières à la place de 10 aides-soignants en respectant votre enveloppe financière, libre à vous, personne ne pourra nous en empêcher. Je voulais juste vous dire que dans les Vosges, le conseil départemental finance les postes d'animateurs. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Hein, Moi non plus. Mais vous pourrez dire à vos collègues que j'attends. Hein. Monsieur Kratz, bonjour. Floriane Kéramplat, je suis directrice de l'EHPAD Lathreux du Val-de-Fene, Chafontois. Je voulais rebondir sur votre politique de mon EHPAD, mon domicile. J'aimerais savoir qu'est-ce que le groupe SOS fait de différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez prétendre à ce qu'un EHPAD soit un domicile pour une personne âgée, sachant que le fonctionnement EHPAD aujourd'hui est maltraitant de par son fonctionnement, en ne laissant pas le choix aux résidents d'heures de lever, d'heures de coucher, d'heures de repas. Qu'est-ce qui fait que le groupe SOS fait d'un EHPAD un domicile? Alors, je me suis peut-être mal fait comprendre, mais je me permets de reprendre votre propos. On est des EHPAD maltraitants. J'ai pas envie de... Je ne peux pas laisser passer ce terme-là. On est en difficulté sur des prises en charge. Pourquoi? Parce que les moyens, encore une fois, sont très difficiles. Et de là à dire on est sur un fonctionnement pérenne, maltraitant, c'est difficile à entendre. Bon, je ne suis pas forcément d'accord sur le terme, mais ça, c'est du vocabulaire. Qu'est-ce qu'on fait de différent? Aujourd'hui, c'est un projet qui était lancé, j'allais dire, on a super bien choisi le timing, puisque je crois que ça a été lancé en février 2020. Hein, c'est bien ça. Donc, le timing, il n'y avait pas pire. Qu'est-ce qu'on fait de différent aujourd'hui? Aujourd'hui, quelque chose qui est du domaine du symbolique. C'est-à-dire que là où les établissements, on ne l'a pas sur nos 70 EHPAD, on l'a sur une quinzaine d'EHPAD à mon sens aujourd'hui, et on monte progressivement en charge. Du domaine du symbolique, qui ne l'est pas tant que ça, on supprime les vêtements de travail. C'est-à-dire que les personnes travaillent de manière civile, sauf l'infirmière. Moi-même, je croyais que c'était, on va dire, du futile. Non, je pense que c'est un indicateur qui fait qu'aujourd'hui, ça participe plutôt à une moindre crainte du résident. Pour preuve, on le pratique dans un établissement qui est 100% Alzheimer. Là, on a vu des effets un petit peu bénéfiques sur ce principe-là. Après, je vous ai dit, c'est d'intégrer le maximum les personnes âgées sur des tâches classiques. Je ne dis pas qu'on fait mieux
et plus que tout le monde. Je dis juste que c'est le virage qu'il faut savoir prendre pour l'avenir. Demain, les EHPAD, bon, si vous êtes directrice d'EHPAD, vous savez comme moi que pourquoi on accueille de plus en plus de résidents qui sont dépendants. Ça, vous et moi, on n'y peut rien, c'est le cours de l'histoire, parce que vous avez des ARS qui ont décidé, un ministère qui a décidé de supprimer X lits du SLD et de SSR, France entière. Ces gens-là, ils étaient existants dans les lits. Et aujourd'hui, ils continuent d'arriver. Et ces personnes-là arrivent maintenant en EHPAD. Où les moyens, et là je vous rejoins, en USLD, on est à un ratio de 1,1, 1,2 par résident de salariés, alors que nous, en EHPAD, on est, quand tout va bien, à 0,6. Donc, avec moitié moins de personnel, on nous demande de faire autant, voire plus. Bon. Et puis, je vous passe les réclamations des familles. Donc, là-dessus, on est complètement d'accord. C'est une philosophie. Et la philosophie, il faut changer de disquette dans sa tête, quoi. Bon. La première fois, je prends l'exemple du surloyer solidaire, après je reviendrai sur la prise en charge. La première fois où j'en ai parlé en réunion FEAP, qui est l'organisme que vous connaissez bien, en réunion FEAP, je me suis fait un petit peu regarder de travers par l'ensemble des collègues. Il y en a beaucoup maintenant qui viennent me voir pour me dire comment faire. Hein? Donc ça c'est au titre de l'anecdote. Qu'est-ce qu'on fait de plus? J'ai bien différencié, on axe aussi beaucoup sur l'animation. Donc l'animation, c'est une chose. Malgré le fait qu'on ne nous en finance pas, on met en place, on recrute des animateurs, mais qui ne sont pas que là pour faire de l'animation, entre guillemets, faire venir un atelier de musique ou des choses comme ça. C'est vraiment créer une prise en charge avec les soignants de 10h du matin jusqu'à 16h, 16h30. Donc, sur les repas, sur les... Voilà. Donc, il faut transgresser les normes. Pourquoi? Parce que quand vous amenez 2 ou 3 résidents en cuisine, vous savez comme moi ce que ça génère comme problème s'il y a un contrôle vétérinaire. Donc, tout ça, c'est voilà, des choses qui évoluent. C'est aussi l'habillage du domicile. Vous avez vu sur les slides précédentes, là, c'est dans un EHPAD où on garde maintenant... c'est chez vous. Non, mais où il y a encore du papier peint, comme dans les salles à manger. Ça, c'est aussi, c'est de l'ordre du symbolique. Mais aussi, c'est une manière de faire en sorte que la personne se sente chez elle. Si elle veut se lever plus tard, on essaye de lui amener le petit déjeuner un petit peu plus tard. Je dis bien on essaye. Ce n'est pas gagnant. Quand vous avez les absences du matin, je suis bien au clair sur le sujet. Mais bon, voilà, c'est une foule de détails qui, mis bout à bout... Votre personnel est formé à cette approche? Alors, il est formé, oui, pas à 100%, parce qu'avec le turnover qu'on a... Non, mais ça, c'est quelque chose de très important. C'est aussi une des conséquences du turnover, c'est-à-dire que tout ce qu'on acquis dans une session de formation en janvier, si vous avez déjà 20% du personnel qui est parti en septembre, c'est un peu compliqué pour faire... Mais oui, il y a des actions, c'est inscrit dans notre plan de formation. Je rebondis là-dessus parce que je suis passée également en tenue civile depuis 2 ans maintenant. Et c'est vrai qu'une pédagogie énorme a dû être faite, un accompagnement type Montessori a dû être approché auprès des personnels pour faire comprendre effectivement que la blouse était un frein pour la personne âgée particulièrement démente. Oui, Vous m'avez entendu? Oui. Alors, j'ai pas... C'est moins pour l'intervenant que pour ceux qui sont à distance. Oui. J'ai pris la précaution oratoire de parler de vision optimiste. Hein? Non, mais c'est important, parce que ça ne veut pas dire que derrière les problèmes que vous soulevez, je fais comme s'ils n'existaient pas. Hein? Bonjour, Virginie Miel, je travaille au pôle autonomie Metz-Orne pour le département de la Moselle. Vous avez développé les innovations que le groupe SOS propose, par exemple en zone rurale, avec 1000 cafés, au sein des établissements. Qu'en est-il dans le cadre du maintien à domicile sur le terrain?
Est-ce que vous avez pu proposer des innovations dans le contexte actuel qui est vraiment Je ne difficile? l'ai peut-être pas assez développé. C'est le projet Senior Connect dont je parle. Donc, Senior Connect, alors, je l'ai présenté comme une plateforme au sein de l'EHPAD, mais en fait, les coordonnateurs, qu'on appelle coordonnateurs Senior Connect, se déplacent au domicile pour évaluer des situations, etc. Et puisque vous êtes au département, on a... Comment ? Je travaille avec vos coordinateurs. Oui, voilà. Donc, Et justement, ce que je voulais mettre... Alors, ça fonctionne hein, quand effectivement on a des situations en commun. Maintenant, quand même préciser que ce n'est pas pour tous les publics, dans le sens où il y a quand même un abonnement mensuel qui se met en place. oui. Et moi, dans les gens que j'accompagne, en tout cas, Je pense j'en que ai sur un l'abonnement tiers qui ne mensuel peuvent pas Senior se Connect, l'offrir. il est moins cher que l'abonnement à Bouygues Télécom et à Canal+. Hein. 60 € par mois. Après, c'est un choix, effectivement, non, des mais bénéficiaires. Je suis d'accord préfère avec le dire vous. tout de suite. Oui, oui. Mais, voilà, mais c'est important de le préciser quand bien même. sûr. Je pense qu'effectivement, pour certaines personnes, et on l'a vu hein, très clairement sur le terrain, c'est un vrai plus en termes de coordination, notamment quand on a beaucoup d'intervenants à domicile, dans le sens de la coordination. Voilà, mais ce n'est pas accessible à tous, en tout cas dans le public que j'accompagne. Voilà. Vous m'auriez dit l'accessibilité en EHPAD, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Quand on est sur des sommes à 1 600, 1 800 €, là, ça commence à être chaud. Oh, encore une fois, ces gens-là, ils ont bien un abonnement. Oui. Ah, vous voyez, c'est un choix personnel. mais tout vous avez à fait. raison. Oui, oui. Oui, je peux être que d'accord avec ça. On peut pas le faire. On peut pas le faire à titre gracieux. Il faut trouver quelque part un modèle économique. Hein. On Et j'aurais transpire juste tous les jours aussi avec ça. Hein. encore une dernière question, si vous voulez bien. Toujours dans le cadre du maintien à domicile, on a évoqué sur une des slides brièvement les SAD, les SIAD, Oui. les SPASAD. Oui. Quel retour d'expérience vous en avez? Parce que moi, le mien, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. J'ai mis les SIAD. Les SIAD, je n'ai pas de retour particulier pour les 3 SIAD qu'on gère en Moselle. Les SAD, pour nous, c'est un métier tout neuf, puisque c'est seulement depuis le 1er janvier sur un territoire sur lequel on a été boosté quelque part par le département pour reprendre. Et là, par contre, là, ça marche bien. Pourquoi? Parce que ce SAD-là, les bureaux sont au sein de l'EHPAD. Donc, voilà, ça permet d'avoir une meilleure vision. Et là, on voit que malgré le Covid, on a réussi à faire en structure amont ou aval, ou en fonction d'où on se passe, c'est quelque chose qui fonctionne. Hein. Mais encore une fois, je n'ai pas le recul nécessaire pour vous donner, et des SPASAD, on ne fait pas. Voilà. Donc, Merci. voilà. Et dans le projet, je ne l'ai pas assez dit, notre volonté aussi de nous ouvrir de plus en plus vers les personnes handicapées vieillissantes. Hein. Mais, voilà. Oui. J'ai l'impression que dans votre évolution stratégique, on va de moins en moins vers l'urgence et plus vers des solutions, là, ce que vous avez présenté, des choses que vous mettent à la place. Mais alors, est-ce qu'il y a une réflexion sur votre nom pour avoir un nom qui est plus en phase avec vos missions que vous visez? Non, mais vous me posez une colle et bon, vous doutez bien que la réponse ne dépend pas de moi, déjà. Alors, pardon. Quelque part, il y a une avancée, puisqu'on a trouvé une marque qui s'appelle Chez Moi. Oui, juste, c'est ça qui m'a fait tilter. Je me suis dit, mais pourquoi il s'appelle SOS alors que j'ai bien compris dans l'histoire l'origine. Oui. Et si vous voulez, là, quand on définit le socle stratégique, c'est mission, vision, valeur. Et on se dit, mais la notion d'urgence qui est implicitement induite par la sémantique choisie, il y a un décalage, quoi. Oui, alors, si j'ai parlé de notion d'urgence, c'est peut-être pas ce que je voulais dire. Mais tout au début, là, quand vous avez parlé du sida... Ah oui, d'accord. Okay, comme ça, oui, d'accord. Si on est sur... oui, d'accord. Mais ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que dès lors qu'il y a un besoin nouveau, émerge, il faut essayer de trouver une solution. En tout cas, c'est le leitmotiv de notre directoire à travers ça. Alors, on n'y arrive pas toujours. Hein.
On n'y arrive pas toujours. Mais il faut bousculer beaucoup d'ordres établis. Je prends le dernier exemple qui est celui que je maîtrise et que je connais le mieux, qui est celui de l'accessibilité financière. Je peux vous garantir qu'il a fallu défoncer des murs pour pouvoir y accéder, hein, sur la partie sur loyer solidaire. Parce que là, quelque part, on a bouleversé les standards. À ma connaissance, il n'y a pas de changement de nom en cours. Si vous prenez, par exemple, si vous prenez Total à l'heure actuelle, Total, il s'appelle Total Énergie. Il y a plein de changements. Et dire le changement de nom, c'est pas qu'un changement sémantique, quoi. Non, mais il y a une cible stratégique qui me paraît claire dans ce que vous... C'est pour ça que le chez moi, il veut tout dire, quoi, hein. L'orientation vers laquelle on veut aller. Peut-être que Thierry, une partie de la réponse que je me propose de faire en partie à la place du collègue, c'est que quand il a évoqué dans son introduction qu'il était un groupe de l'économie sociale et solidaire, il y a là quelque chose qui se dessine peut-être de différent par rapport à d'autres positionnements institutionnels qu'ont d'autres groupes ou d'autres dynamiques autour du médico-social et autour notamment de l'accompagnement au vieillissement ou de l'accueil des personnes dans le grand âge. Cette dimension de l'économie sociale et solidaire que vous n'avez pas développée plus particulièrement dans votre exposé, mais qui me semblerait tout à fait intéressant à prolonger. Et c'est là peut-être qu'il y a les prémices peut-être d'un changement de sigle ou un changement d'identité. Peut-être. Peut-être que dans un mois, vous verrez apparaître quelque chose, je ne sais pas. Mais juste pour répondre à ce que vous dites, j'ai bien précisé que nous, notre cœur de cible, c'était le social, hein. Je prends l'exemple des logements. On n'est pas, encore une fois, dans nos résidences, je ne pense pas qu'on verra un jour la construction d'une piscine au milieu avec jacuzzi, etc. C'est une question de choix, voire d'équilibre économique. D'ici là, peut-être. Donc Mylène Rovéré, je ne suis pas non plus du secteur, mais moi je me questionne parce que vous avez dit que donc, vous aviez une nouvelle offre résidentielle non médico-sociale à visée inclusive. Et je voulais savoir en quoi elle était inclusive, si vous pouviez développer un petit peu. Alors, comment je pourrais dire ça? Moi, je suis quelqu'un d'assez direct. L'inclusif, aujourd'hui, on le met à toutes les sauces. Bon, donc, voilà, pour être tout à fait clair. Inclusif, ça veut dire quoi dans ce que j'ai exposé? Ça veut dire, vous n'avez peut-être pas fait attention, mais c'est de ma faute parce que je n'ai pas cité dessus, j'ai parlé d'intergénérationnel. C'est-à-dire qu'au sein d'une même résidence sociale, on peut avoir des étudiants en difficulté de recherche de logement avec la personne âgée de 75 ans. D'accord? Donc ça, on le fait. On a 2 associations qui font ce qu'on appelle spécifiquement de l'intergénérationnel, mais ça, on va le développer à travers ces résidences-services. Donc, il y a de l'intergénérationnel. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je ne sais plus. Mais c'était quoi la question? Ah oui, pardon. Oui, ça y est. Excusez-moi. Et puis, les personnes handicapées vieillissantes. Hein? Donc ça, c'est important. Là-dessus, on se greffe aussi à travers des niches qui arrivent. On a les ARS, ici ou là, qui octroient des enveloppes pour pouvoir avoir des coordonnateurs, pour pouvoir lier à de l'habitat, pour gérer de l'habitat inclusif. Il faut avoir des salles spécifiques au sein de ces constructions. C'est pour ça qu'on les construit d'une certaine manière. Hein? Bonjour, Karine Bouilly, chef de service en IME. Vous parliez de personnes handicapées vieillissantes autonomes. Oui. Alors, oui. Voilà, vous parliez de travailleurs ESAT, mais on sait très bien qu'un travailleur ESAT n'est pas forcément autonome dans les actes de la vie quotidienne. Où est votre degré, votre curseur? Le curseur, c'est qu'on aura du personnel avec aussi. Donc, la personne, en fonction du niveau d'autonomie, aujourd'hui,
si on a des éducateurs spécialisés qui sont avec, etc., je pense qu'on saura les accompagner autrement que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, dans vos équipes, vous intégrez des professionnels Ah avec oui. des fonctions. On a ouvert un établissement là au mois d'avril où c'est la première où on a une unité pour personnes handicapées et vieillissantes de 12 lits. Donc, ces personnes-là sont complètement valides aujourd'hui, mais on a deux techniciens spécifiques pour s'en occuper, hein, des moniteurs éducateurs. Hein. Donc ça me paraît indispensable en tout cas. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on en accueille ici ou là de manière disparate, hein, mais voilà, effectivement, ils sont valides. Ouais. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup.